Je vais donner maintenant la parole à Pascal Bressou. Voilà, tu peux monter, Pascal. Je remercie aussi Manon Laurent qui est avec moi pour animer les discussions. Elle est ingénieure-chercheur ici au Collège de France et fait partie de l'équipe. Et donc je veux la saluer aussi. Et pendant que Pascal se prépare, je vous indique qu'il est professeur des universités à l'Université Grenoble-Alpes et membre du laboratoire de recherche sur les apprentissages en contexte. Un mot important, le LARAC. Pascal est également membre senior de l'Institut universitaire de France, membre du Starting Strong Survey Technical Advisory Group et du Teaching and Learning International Survey, le TALIS de l'OCDE. Donc c'est un expert qui agit en relation avec les travaux de l'OCDE. Si vous vous plongez dans l'abondante bibliographie de notre collègue, vous trouverez des travaux de référence sur les effets du contexte scolaire, autrement dit les effets maîtres, comme on dit, ou comme il les a appelés, les effets établissement sur les acquisitions des élèves, ainsi que des travaux méthodologiques originaux, notamment sur les modèles multiniveaux en sociologie de l'éducation. Pascal Bressou fait aussi partie du Conseil scientifique de l'éducation nationale et le site du Conseil, que je vous invite à aller visiter, indique combien Pascal Bressou cherche à comprendre quels sont les processus cognitifs et socio-cognitifs en jeu dans les apprentissages des élèves et quels sont les dispositifs et pratiques d'enseignement le mieux à même de favoriser la réussite scolaire. Donc c'est une recherche qui peut espérer avoir des implications pratiques. Voilà, la parole est à toi. Merci beaucoup, cher Pierre-Michel, et merci beaucoup pour l'invitation qui m'est donnée de donner effectivement une présentation dans cet amphithéâtre prestigieux et chargé d'histoire. Alors moi, je vais vous parler d'orientation scolaire, en essayant de distinguer ce que j'appelais les facteurs individuels, institutionnels et contextuels. Bon, voilà. Voilà. Alors, les parcours scolaires des élèves, ils dépendent évidemment d'un niveau qu'on pourrait qualifier quasiment d'objectif, et donc il y a une sélection qui s'opère par l'école. Cette sélection, on la connaît tous, hein, c'est les redoublements, c'est les examens, c'est le fait d'être accepté ou pas dans telle ou telle filière, c'est les algorithmes de Parcoursup, par exemple. Voilà. Mais un parcours scolaire, c'est aussi fait par des choix d'orientation. Et c'est là-dessus que je vais mettre l'accent. Donc ces choix d'orientation qui sont faits par les élèves avec leur famille, voilà, et qui se passent évidemment à différents niveaux du système. Et ce qu'on voit par des statistiques tout à fait classiques, hein, nationales, on a un bon système de comptabilité nationale en France, notamment grâce à l'ADEPE. On sait que ces choix d'orientation, ils diffèrent en fonction de la catégorie sociale, en fonction du sexe des élèves. Je dirais, tant qu'on se contente de voir des différences comme ça, c'est pas forcément encore des inégalités, sauf si on vient à y rajouter un certain nombre de choses. Donc, voilà, ça se passe à tous les piliers hein, du système éducatif. Mais ce qui va nous poser question, c'est que ces choix diffèrent entre différentes catégories sociales, catégories de genre, etc., même à niveau scolaire identique. C'est un phénomène qui est documenté depuis très longtemps. Il y a même des sociologues voilà, qui sont parmi les maîtres de la discipline, comme Bourdieu, Boudon, etc., qui l'ont pointé il y a déjà au moins une cinquantaine d'années. Et on voit qu'à l'évidence, les élèves des catégories défavorisées font des choix qui sont moins ambitieux que les élèves des catégories favorisées. Par ailleurs, par exemple, on peut voir que les filles, même à niveau scolaire identique, se dirigent moins vers les études scientifiques que les garçons. Alors ça, nous, dans
jargon, enfin, on va appeler ça de l'autosélection. L'autosélection, c'est le fait que certaines catégories sociales se refusent l'accès à des filières, donc plutôt en général des filières un petit peu prestigieuses, justement, là où les catégories plus favorisées vont candidater et du coup être beaucoup plus nombreux. Donc ce phénomène d'autosélection, il a beaucoup interrogé les chercheurs, et on voit tout de suite que la sélection, comme l'a rappelé Martin, étant marquée par le niveau des élèves et donc déjà typée socialement, eh bien, ces phénomènes d'autosélection vont venir redoubler en fait ces effets d'inégalité sociale. Donc c'est un vrai problème social, je pense, et c'est une vraie question pour les chercheurs. Alors, dans cet exposé, je vais principalement m'intéresser aux inégalités sociales, mais j'aurais pu aussi traiter les inégalités de genre. Alors, c'est pas... n'y voyez aucun, aucun refus de traiter des questions de genre, mais je pense que c'est un phénomène effectivement extrêmement important. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir une orientation plutôt qu'une autre? Alors, il y a différents travaux qui existent. Là, je cite les travaux de Nina Guyon et de Élise Huillery, qui ont rappelé des travaux anthropologiques, sociologiques, qui montrent que vraiment les choix scolaires, les aspirations des individus, ce qui nous fait envie, finalement, ce qu'on avait envie d'entamer comme carrière scolaire, c'est vraiment construit de manière très intime et très longue dans les familles. Donc, il y a des schémas familiaux comme ça qui s'établissent. Et diverses interprétations ont été données donc, au fil des années à ce phénomène d'autosélection. Alors, Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu, ici, Pierre Bourdieu ici, c'est un peu, c'est presque émouvant, je dirais. Pierre Bourdieu avait théorisé ces phénomènes d'autosélection comme étant ce qu'il appelait l'amor fati. Donc l'amor fati, c'est l'amour de son destin. C'est l'idée que des trajectoires objectives vont se transformer en des préférences subjectives. C'est-à-dire cette idée que finalement je vais percevoir dans mon environnement ce vers quoi tout le monde me pousse, et le monde social a cette force de nous faire aimer finalement ce vers quoi il nous destine. C'est ce qu'il appelait aussi la causalité du probable. En fait, je vais aller vers ce vers quoi tout tend au niveau des statistiques, je dirais, mais il se trouve que je vais y aller non pas contraint, mais content. Voilà, il disait ça, en plus on y va content, parce que ça devient des formes finalement de vocation. Et ça expliquerait pourquoi il peut y avoir ces phénomènes d'autosélection. Alors, un autre grand sociologue de la même génération, Raymond Boudon, lui avait expliqué ça par une forme d'arbitrage rationnel entre des coûts, des risques et des bénéfices. À niveau scolaire identique, les coûts de poursuivre des études, notamment dans l'enseignement supérieur, ne sont évidemment pas les mêmes selon qu'on appartient à une catégorie favorisée ou défavorisée. Les risques également ne sont pas les mêmes. Le risque de perdre sa bourse d'études, par exemple, pour les catégories défavorisées, le risque que représente un redoublement, qui peut signifier l'abandon parce qu'on a des parents qui ne peuvent plus, par exemple, subvenir à nos besoins. Tout ça fait que donc, les coûts, les risques sont plus élevés pour les catégories défavorisées,
relativement parlant évidemment, mais qu'en revanche, relativement parlant, là encore, les bénéfices sont plus facilement atteints. Si je suis enfant d'ouvrier et que j'obtiens un BTS, je suis dans une forme d'ascension sociale. Si je suis enfant d'ingénieur et que je fais un brevet de technicien supérieur, je suis plutôt dans un phénomène de rétrogradation. Or, on sait que les individus ont plutôt tendance à chercher à maintenir ou améliorer leur position sociale d'origine. Et donc, ça explique pourquoi certains vont être plus ambitieux que les autres, et notamment les catégories favorisées. Alors, on a des travaux plus récents également, qui sont très intéressants, qui montrent par exemple que cet effet d'autosélection pourrait être dû à une sous-estimation de sa propre valeur scolaire. Il y a un travail vraiment formidable qui a été fait récemment par Camille Terrier et ses collègues. Ils ont fait quelque chose de très simple. Ils se sont contentés d'indiquer à un groupe d'élèves, donc dans le passage dans l'enseignement supérieur, à partir de leurs notes de contrôle continu, ils leur ont donné en fait leur vraie position dans la distribution des scores. Par exemple, si vous avez 17 sur 20 de moyenne, vous faites partie des, enfin, je sais pas moi, 10% ou 12% des élèves les meilleurs, là où en fait certaines de ces personnes pensaient qu'ils étaient peut-être dans les 30 ou 40%. Eh bien, le simple fait de donner cette information-là aux personnes qui se croyaient un petit peu moins fortes qu'elles ne l'étaient a un effet sur leur ambition, et ça marche en particulier pour les projets d'orientation les plus élevés. Par exemple, les filles qui voudraient accéder en classe préparatoire. Donc il y a bien effectivement quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de certaines personnes qui se sous-estiment. Voilà. Et alors c'est en partie lié, mais il y a aussi des travaux, notamment ceux de Nina Guyon et Élise Huillery, qui montrent que, à l'inverse, on peut surestimer l'effet de qualité ou de caractéristiques qui ne sont pas les nôtres. Par exemple, elles ont montré que les élèves de catégories défavorisées ont tendance à surestimer le poids de l'origine sociale dans la réussite future. Oui, une manière de se dire, finalement, c'est peut-être pas pour moi, ce sera dur pour moi parce que j'appartiens peut-être pas à cette élite sociale, intellectuelle, etc. Alors, il y a eu quelques autres explications, mais vous avez en gros là l'essentiel, je dirais, des explications qui sont données à ce phénomène d'autosélection. Alors, moi, ce que je vais vous présenter, c'est une étude empirique qu'on a menée il y a pas si longtemps que ça, finalement. Il y a un rapport du CNESCO qui a été publié en 2018, donc avec mon collègue Laurent Lima de l'Université de Grenoble-Alpes et aussi avec Laurent Rossignol, qui est un inspecteur de l'orientation. Et on a étudié les déterminants de l'orientation en fin de troisième, sachant qu'en fin de troisième, le législateur a voulu instaurer un dialogue donc pour l'orientation en vue de l'entrée au lycée. Et ce dialogue il s'établit selon plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a les intentions qui sont prononcées par les familles aux environs de janvier et février. Puis, le collège, lors du conseil de classe, donne des recommandations, à la suite de quoi, aux environs du mois de mai, les familles forment leurs vœux définitifs et, in fine, il y a la décision du collège qui apparaît au mois de juin, lors du troisième conseil de classe. Alors, moi, je vais vous présenter ici les trois premières étapes. Si j'ai le temps, je vous présenterai à la fin des éléments liés à la troisième pour vous expliquer, en fait, pourquoi elle n'entre pas tout à fait dans la même catégorie que les autres.
Disons, pour le faire très rapidement ici et au cas où je n'ai pas le temps de le faire, tout simplement parce que les décisions du collège ont en réalité très peu d'impact sur l'affectation effective de l'élève. Alors, les participants, c'est en fait une enquête exhaustive sur l'Académie d'Amiens, donc en 2015-2016. Donc vous voyez, 173 collèges. Donc l'Académie d'Amiens, c'est les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme. Donc vous voyez, une enquête donc, qui a la vertu d'être exhaustive, donc, et reposée sur un grand nombre d'élèves. Alors, on ne peut pas être absolument assuré que ce qui se passe dans l'Académie d'Amiens est totalement représentatif de ce qui se passe dans toutes les autres académies, notamment parce que c'est une académie peut-être un petit peu plus défavorisée en moyenne que les autres, mais néanmoins, c'est probablement pas diamétralement opposé, et on est probablement là sur des phénomènes qui sont en réalité assez généraux. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'étudie, c'est finalement est-ce que les élèves font le choix d'une seconde générale technologique ou une autre filière, donc une filière courte, professionnelle. À l'époque, donc CAP et BEP, à l'époque le BEP existait encore, qui peut être aussi longue, hein, le bac professionnel, ou voire autre, décidé de la sortie. Donc c'est vraiment ça, c'est seconde GT ou pas seconde GT. Alors, je vais vous présenter un certain nombre d'éléments descriptifs qui sont toujours intéressants à brosser pour voir vraiment comment se constitue le phénomène. Alors, ce que vous voyez ici, donc, ce sont les intentions. Par exemple, vous voyez, parmi les 18 000 et quelques, il y a 12 818 familles qui ont émis des vœux de seconde, des intentions de seconde générale, et 5 665 des vœux qui sont autres. Je remonte un peu évidemment, ensuite, il y a les recommandations. Donc les recommandations, elles font que, vous voyez, les collèges font en quelque sorte remonter un certain nombre d'élèves, 875 ici, de choix autres à des choix de seconde GT, et également en envoie d'autres plutôt excusez-moi, vers un enseignement autre que général. Et puis, à la suite de ces recommandations, les familles font des vœux. Alors, certaines qui se sont vues recommander la seconde générale font des vœux qui sont autres. Et parmi certaines familles qui se sont vues recommander une orientation haute, certaines veulent néanmoins établir des vœux de seconde générale. Donc, en gros, il y a des flux, voilà. Il y a des flux montants, descendants, voilà. Et puis les décisions ici, donc que j'ai pas trop, voilà, que je discuterai plus tard. Alors, si on regarde les intentions d'orientation, donc dans cette première phase, hein, les intentions d'orientation en fonction du contrôle continu. Alors, on disposait de toutes les notes de contrôle continu des élèves, hein, dans toutes les disciplines. Bon, là, c'est un indicateur agrégé. Vous voyez que... Oh, pardon. Je vais trop vite. Vous voyez que, évidemment, pour la seconde GT, la distribution des notes est plus élevée, hein, on pouvait s'y attendre, mais vous voyez quand même qu'il y a des recouvrements, hein, il y a la note n'est pas l'unique déterminant, il n'y a pas un saut, hein, très brutal qui ferait que, je ne sais pas moi, à partir de 10 de moyenne par exemple, automatiquement on va choisir une seconde GT, et vous voyez que, alors même s'ils sont très peu nombreux, il y a quand même des élèves qui sont de bons élèves, voire de très bons élèves, qui choisissent une orientation qui est autre. Alors,
ce que nous avons fait, alors, je vais essayer de ne pas vous faire peur, on a fait un modèle très général de l'orientation en prenant en compte tous les prédicteurs et ces différentes phases. Et ça donne un ensemble de ce que vous allez voir, de pistes causales qui sont difficilement lisibles quand on les regarde ensemble. Donc, d'abord, je vous montre le modèle général, et puis ensuite, je me dis, bon voilà, ça ce serait très difficile de le commenter comme ça. Donc, je vais vous présenter ce modèle pas à pas. On va commencer par le lien entre les intentions, les recommandations et les vœux. Alors, les flèches que vous voyez, en fait, c'est très simple. Quand elles sont noires, comme ça, avec un coefficient et un coefficient positif, bon, inutile de savoir exactement ce que ça représente, ce n'est pas l'objet ici, mais ça veut dire qu'il y a un lien positif. C'est-à-dire que quand on a une intention en seconde, par exemple, eh bien, ça a un effet positif sur des recommandations en seconde qui ont elles-mêmes un effet positif sur des recommandations, sur les vœux définitifs. Voilà. Donc, chaque phase influence bien les suivantes, et bon, ça, voilà, on pouvait s'y attendre. Si on fait une focale maintenant sur la première phase, donc la phase des intentions, vous voyez que ici, c'est la moyenne des élèves au contrôle continu. En gros, ce sont leurs notes. Et vous voyez que, sans surprise, il y a une flèche noire, là, voilà, avec un coefficient positif qui indique que, en moyenne, plus les notes sont élevées, plus les familles formulent des intentions en direction des secondes générales et technologiques. Voilà. Là encore, pour l'instant, rien de surprenant. On n'aura pas le prix prix Nobel avec ça. Hein, voilà. De toute façon, on ne l'aura pas du tout, de toute façon, mais... voilà. Si on regarde cette fois l'indice social. Alors, l'indice social, c'est tout simplement un indice qui a été construit par l'ADEPE et qui permet de distinguer le niveau socio-économique et culturel des familles. Ce que vous voyez, c'est que... Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que maintenant, tout ça est conditionnel. C'est qu'à note identique, plus l'indice social est élevé, plus on a de chances d'avoir des intentions en direction d'une seconde générale ou technologique. Donc c'est dans cette fameuse autosélection dont je vous ai parlé. Et alors, c'est très important d'essayer finalement de le représenter, c'est-à-dire de le quantifier finalement. C'est quoi, à quoi ça peut ressembler? Alors, ça peut ressembler à ça. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez en abscisse les notes, hein, la moyenne des notes au contrôle continu, ici, ils vont donc de 0 à 20, hein, et puis ici, vous avez la probabilité de choisir, en première intention, une seconde générale et technologique. Ce que vous voyez, c'est les courbes, elles ont une forme de S, comme ça. Ça veut dire que si les notes de contrôle continu sont vraiment très très basses, vous n'avez quasiment aucune chance de demander la seconde générale. Et puis au fur et à mesure que les notes moyennes augmentent, eh bien, la probabilité de demander une seconde GT augmente, voilà, jusqu'à ici, vous voyez, des élèves qui ont vraiment ici de très bonnes moyennes, 15, 16, etc., et où là, quasiment tout le monde, finalement, va demander la seconde générale ou technologique. Ce que j'ai distingué ici, en bleu, c'est les enfants de profs et de professions scientifiques, que Martin nous a rappelé que c'était les meilleurs, enfin non, c'est Pierre Michel, pardon, qui nous a rappelé que c'était la meilleure réussite est celle des enfants d'enseignants. Et puis, en rouge, ici, la courbe qui correspond aux enfants d'ouvriers. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à partir de là? Cette courbe-là, elle peut être lue
comme ça, horizontalement. Vous voyez, pour avoir 60% de chance de demander une seconde GT, un enfant de prof, il a besoin d'une moyenne d'environ 8,5 sur 20. Un enfant d'ouvrier, pour avoir la même probabilité, il a besoin de 10 sur 20. Oui. Ce graphique peut également être lu verticalement. Qu'est-ce qui arrive à un enfant qui a 10 sur 20 de moyenne? Comme on l'a vu, un enfant d'ouvrier qui a 10 sur 20 de moyenne, il a 60% de chance de demander la seconde GT. Mais un enfant de prof, lui, avec la même moyenne de 10 sur 20, il a 80% de chance de demander une seconde GT. Vous voyez, on n'est pas dans des différences mineures. En réalité, ce sont vraiment des écarts importants, notamment, évidemment, pour les élèves qui sont moyens. Alors, je vous pointe une petite chose ici, qui est que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans cette moyenne de contrôle continu, en fait, j'ai enlevé la note d'art et de technologie parce qu'elle ne va pas dans le même sens. Ce que vous pouvez voir, c'est que... Alors, mais évidemment, là encore, il faut comprendre toutes choses égales par ailleurs, les autres notes étant égales par ailleurs. Vous voyez que cette fois, la flèche est rouge, que le coefficient est négatif, c'est-à-dire que plus la note de contrôle continu en art et en technologie est élevée, moins vous avez de chances de demander une seconde générale ou technologique. Alors évidemment, ce qui est un petit peu étonnant, mais vous voyez qu'on va se trouver là, finalement, avec une interrogation qui nous vient tout de suite. Tiens, finalement, dans les recommandations des collèges, comment ils font? Qu'est-ce qu'ils vont recommander à partir de ces choses-là, où manifestement, ici, on a des élèves qui se réfrènent, en quelque sorte, par rapport à la seconde générale ou technologique? Eh bien, si on fait une focale, donc, cette fois sur les recommandations que vous voyez ici, vous voyez que la moyenne d'art et de technologie, elle a un impact positif sur les recommandations. Ça veut dire que là, le conseil de classe, eh bien, en fait, il compense cela. Il dit, en gros, voilà, ça veut dire, mais enfin, vu vos notes, y compris celles d'art et de technologie, vous devriez finalement davantage demander la seconde GT. Une chose dont je ne vous ai pas parlé sur la première diapositive, c'est que, vous voyez, alors c'est un résultat qui est un petit peu étonnant, mais qui en fait qui est très constant dans la sociologie, qui est que, à performance identique, les enfants étrangers sont en fait plus ambitieux. Plus ambitieux. Il y avait un rapport de Louis-André Vallet qui était paru là-dessus, qui montrait tout à fait ça. Et dans ce cas-là, vous voyez, que fait le conseil de classe? Là encore, il pousse dans le sens inverse, vous voyez, d'une certaine façon, pour dire aux élèves français, probablement, voilà, vous aussi, vous pouvez avoir des ambitions. Voilà. Donc, c'est ce même effet de compensation que finalement, on peut assez logiquement attendre du conseil de classe. Mais qu'est-ce qui se passe pour l'effet de l'indice social? Eh bien, ce qui se passe pour l'effet de l'indice social, vous voyez que, donc, à note identique, à intention identique, les recommandations sont liées positivement à l'indice social. C'est-à-dire que l'institution va accroître cet effet de l'indice social. Il va redonner, en quelque sorte, une prime supplémentaire. Il va recommander davantage encore aux catégories favorisées la seconde GT, alors que la première phase entérine déjà un biais social.
Et alors, bon, c'est la même chose, hein. Vous voyez je vous ai fait figurer les différences ici. Ici, c'est pour les enfants de profs et les enfants d'ouvriers qui avaient une intention en seconde GT. Et vous voyez qu'il y a cette différence-là. Quand on a 10 de moyenne, qu'on a formulé une intention de seconde GT, on a 60% de devoir recommander une seconde GT, mais 70% si on est un enfant de prof. Et il y a le même écart aussi sur les élèves qui ont fait une intention qui n'est pas une intention de seconde GT au départ, toujours ce même écart-là. Et vous voyez que là encore, hein, on n'est pas sur des différences complètement négligeables. Et voilà, vous avez ici l'ensemble des choses, mais je vais pas toutes les commenter parce que je vais très largement dépasser mon temps et c'est peut-être pas le propos essentiel. Donc maintenant, on peut faire une focale sur les vœux. Donc ces vœux définitifs. Donc il faut comprendre que une fois que les élèves ont fait des intentions, une fois qu'ils ont des recommandations, ben maintenant ils vont établir des vœux. Et ces vœux, ben, les voilà, vous voyez tous les impacts positifs sur les vœux. Donc comprenez bien que c'est à note identique, à origine sociale identique, à intention identique, à recommandation identique. Et vous voyez que, à nouveau, si vous prenez l'indice social, il y a à nouveau un impact positif sur les vœux. C'est-à-dire que non seulement il y a un biais social en faveur des favorisés dans les intentions, qu'on a le même biais social avec les recommandations, mais suite aux recommandations, on a à nouveau un biais social en faveur des catégories les plus favorisées. Ce qui fait que, au bout du compte, donc au bout de ce dialogue, entre guillemets, entamé entre les familles et le collège, eh bien, il y a plus de différences sociales qu'il n'y en avait au départ. Vous voyez, je vous le mets à chaque fois pour bien vous montrer que à chaque fois, il y a un impact positif. Donc l'effet de l'origine sociale, au terme de tout ça, finalement, il est accru en faveur des plus favorisés. Je vais terminer avec donc le modèle intercolaire. Pour l'instant, tout ce qu'on a vu, ce sont des phénomènes, finalement, des variables individuelles. Mais que se passe-t-il au niveau contextuel ? Les collèges, ils sont plus ou moins favorisés, ils ont des politiques de notation aussi qui sont plus ou moins généreuses, hein, même à niveau identique des élèves. Et voilà, donc je vous montre ce qui se passe. Il faut comprendre qu'ici, c'est la moyenne générale au contrôle continu du collège, la tonalité sociale moyenne, le pourcentage d'élèves français, est-ce que l'élève est en REP, est-ce que le collège est en REP, est-ce qu'il est en REP+, et voilà, et on a un certain nombre de flèches ici que je vais essayer de vous pointer. Vous voyez, regardez, plus la moyenne au contrôle continu est élevée, moins les élèves vont avoir tendance à avoir des intentions en seconde générale ou technologique. Cette variable-là, c'est très intéressant, n'a aucun impact sur les recommandations. Les recommandations sont indépendantes de cela. Et puis, à nouveau, cette moyenne, elle a un impact négatif sur les vœux. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors nous, on interprète ça comme étant le Big Fish Little Pond Effect, c'est-à-dire l'effet gros poisson dans une petite mare. C'est-à-dire que si vous êtes dans un collège où les notes sont plutôt, on va dire, sévères, vous avez plus de chances d'être relativement dans les bonnes places. Donc vous sentez un gros poisson dans une petite mare. Et à l'inverse, si autour de vous, tout le monde a de très bonnes notes, ben vous avez plus de chances de vous sentir un petit poisson dans une grande mare, ce qui a un impact sur le concept de soi et donc la façon dont on peut envisager son avenir. Ça, c'est des travaux très connus en psychosocial, des travaux de Herbert Marsh,
par exemple, qui ont montré ça. Et on a, avec la tonalité sociale, un effet inverse. Oui. La tonalité sociale, c'est-à-dire, en fait, disons le pourcentage d'élèves favorisés dans le collège, plus il est élevé, plus les choix vont être ambitieux, plus les intentions et aussi les vœux vont être ambitieux. Et là encore, c'est relativement connu depuis longtemps dans la sociologie de l'éducation, au moins depuis James Coleman, le fameux rapport Coleman des années 64, qui a un effet de contagion des aspirations. Si vous êtes dans un milieu où tout le monde, alors je vais grossir le trait, hein, si vous êtes dans un milieu où tout le monde veut faire Polytechnique, bah vous aussi, vous aurez envie de faire Polytechnique. Oui. Donc il y a bien, au total, des effets qui sont à la fois des effets individuels, des effets institutionnels, c'est-à-dire les recommandations, et des effets contextuels dans les choix d'orientation. Et je vais m'arrêter là, parce que sinon, il n'y a pas de place pour les questions.